Bonsoir, bonsoir à tous. Alors c'est bien comme ça? Oui. Comme ça, c'est bien? Très bien. Voilà. Ça marche très bien. Donc tout à l'heure, Ramzi annonçait que j'avais plusieurs casquettes. Effectivement, je suis membre d'Attaque et aussi je travaille au sein du collectif Stop CETA. Et puis je fais aussi partie d'un cercle de réflexion politique qui s'appelle Chapitre 2, qui essaye de faire évoluer le mouvement social, si on peut, en tous les cas les partis politiques, sur la question de l'Union européenne, parce qu'il nous semble qu'à quelques-uns qu'on est dans ce groupe, qu'il y a encore quelques illusions sur l'Union européenne, mais s'il y en a encore au terme de cette soirée, je crois qu'on aura mal travaillé, mais je crois qu'il n'y en aura plus au terme de cette soirée, en tous les cas, puisque là, déjà, un certain nombre de choses ont été dites qui sont absolument essentielles, et je vais juste en rajouter une couche supplémentaire, parce qu'il en manquait une. Mais en fait, bien entendu, je vais partir de ce qui a été dit juste auparavant, qui est une notion qu'on retrouve constamment dans la littérature de l'Union européenne, qui est celle de la compétitivité, puisque, bien entendu, s'il y a, comment dire, une espèce de mythe sur lequel fonctionne l'Union européenne, que la création de richesse n'est possible que dans le cadre de la concurrence, et que cette concurrence est en elle-même bonne, qu'elle correspond à une division internationale du travail, et que s'il y a deux facteurs de production qui sont le capital et le travail, il y en a un qui est toujours trop cher, c'est le travail, bien entendu, dont il s'agit de faire en sorte de baisser les coûts. Ça a été dit juste avant, bien entendu, baisser les coûts par un certain nombre de recommandations qui, entre autres, participent de ce qu'on voit aujourd'hui mis en œuvre à travers les ordonnances Macron, c'est-à-dire cette idée assez saugrenue quand on y pense, que le coût du travail viendrait d'une supposée rigidité du marché du travail. Et donc, à partir de là, s'il y a du chômage, c'est pas du tout parce que il n'y aurait pas de travail, mais c'est parce que il y aurait trop de rigidité qui, enfin vous connaissez tout ça par cœur, je ne vais pas vous ressasser le truc que vous entendez 40 fois par jour sur les médias. Et effectivement, comme ça a été dit juste avant, l'Union européenne participe à la définition de cette espèce de consensus, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau institutionnel en tous les cas, avec cette espèce d'aller-retour qui a été décrit juste avant entre les gouvernements et les institutions de l'Union européenne, puisque ils ont effectivement un numéro de bêtise, hein. Il y en a un qui est plus chez les oignons, l'autre qui pleure, c'est-à-dire que vous avez aussi bien les gouvernements qui impulsent, effectivement, puisque les décisions politiques sont prises par le Conseil, donc des gouvernements, et la Commission qui, en amont et en aval, prépare le travail et l'applique, le tout dans une cohérence tout à fait certaine et dans une homogénéité idéologique tout à fait certaine également à l'heure qu'il est. Il y a une couche supplémentaire effectivement qui est apportée par, ça a été évoqué un tout petit peu, par les accords commerciaux qui sont en réalité des accords de libre-échange. En fait, on va essayer ensemble d'élargir un tout petit peu le propos pour voir dans quoi on se situe quand on parle de ces accords commerciaux et quel est le lien qu'on peut faire effectivement avec la dégradation continue des conditions de travail dont il a été montré tout à l'heure qu'aujourd'hui les ordonnances ne sont qu'une étape ou qu'un aboutissement. Enfin, aboutissement, c'est peut-être pas le bon mot. En tous les cas, ça date pas d'hier matin. Bon. L'Union européenne conçoit ses relations avec le reste du monde sous l'angle du libre-échange et se trouve être elle-même un accord de libre-échange pour son marché intérieur. Et l'idée, effectivement, c'est constamment de travailler à faire en sorte qu'il y ait une augmentation de la compétitivité. Alors, ces accords de libre-échange, en fait, ils participent à un mythe qui est celui de la division internationale du travail. Il est toujours, et ça c'est un dénommé Ricardo qu'on a parlé il y a pas mal d'années maintenant, puisque c'est au 19e siècle, mais on est sur ce mythe-là pour essayer, en tous les cas, cette espèce de justification permanente qui est donnée. On a toujours plus intérêt, comme économie, à se focaliser sur quoi on est bon,
et à exporter ou à importer, pardon, le reste, de sorte que le commerce permette par l'échange et l'augmentation des échanges l'augmentation générale d'une production de richesses et de la répartition des richesses dans le monde. Évidemment, tout le monde s'aperçoit que ça ne marche pas parce qu'il y a des pauvres encore dans le monde, un peu nombreux quand même. Alors on rajoute à cela une autre théorie qui est l'effet de ruissellement. Je ne plaisante pas, hein, c'est vrai. L'effet de ruissellement qui en fait est une réactualisation de la théorie des miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire que plus il y a d'entreprises qui font des bénéfices, plus ça ruisselle sur le reste de la société. Vous voyez ce genre de fable dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc à partir de là, l'Union européenne promeut des accords de libre-échange. Alors je vais faire un virage pour expliquer ce que c'est et je vais revenir ensuite à l'actualité du jour qui est celle de l'accord avec l'Union européenne-Canada et le lien avec le travail. Donc là, vous allez avoir l'impression peut-être que je vous promène un petit peu, mais vous allez voir qu'on va revenir assez vite à la question. Les accords de libre-échange, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord cette idée qu'il faut libéraliser le commerce, c'est-à-dire que les entreprises européennes, transnationales européennes, si ça a encore un sens, en tous les cas, les entreprises aient un accès facilité au marché extérieur. C'est-à-dire que les entreprises puissent avoir un accès sans obstacle au marché extérieur, sans obstacle au commerce et sans obstacle technique au commerce. C'est-à-dire sans qu'il y ait des décisions publiques qui empêchent que la concurrence libre et non faussée ne soit installée. Une décision publique qui est directement un obstacle au commerce, ça s'appelle une subvention, par exemple. Mais vous avez aussi l'obstacle technique au commerce qui est redouté pour la Commission européenne quand elle négocie les accords de libre-échange et qu'elle essaye d'éradiquer. Les obstacles techniques au commerce, c'est par exemple une décision publique qui n'a rien à voir directement avec le commerce, mais qui a un impact sur le commerce et qui empêche cette réalisation qui est la généralisation du commerce international. L'exemple qu'on peut donner et qu'on donne tout le temps, parce que vous l'avez entendu plein de fois, donc vous le connaissez, c'est celui de la vache aux hormones. L'Union européenne a interdit pour des motifs sanitaires la consommation de bœuf aux hormones. Il se trouve que le Canada et les États-Unis en fabriquent. Donc ils veulent bien en exporter. Or, l'interdiction sanitaire de consommer du bœuf aux hormones est considérée comme un obstacle technique au commerce, puisqu'il empêche cet échange de produits. Avec, au passage, cet autre concept qu'on retrouve dans les traités de commerce international, celle de l'équivalence des produits. Un bœuf est un bœuf, un maïs est un maïs, le bœuf qu'il est galopé sur l'herbe verte ou le maïs qu'il est poussé normalement, c'est la même chose qu'un maïs OGM ou c'est la même chose qu'un bœuf piqué aux hormones. Là, ces notions-là d'accord de libre-échange avec accès au marché et interdiction des obstacles au commerce, on le trouve dans les principes de l'Organisation mondiale du commerce. On est en 1994, mise en application 1er janvier 1995. Donc on vit avec ça depuis. Il se trouve que pour tout un tas de raisons, enfin en fait pour une raison en réalité, c'est que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avait un programme délirant qui consistait à libéraliser le commerce de toutes les activités humaines, sauf les armes et le nucléaire. Mais en dehors de ça, tout était libéralisable. Enfin, tout était concerné par les activités de l'OMC. C'est délirant, ça a échoué, c'est-à-dire qu'aux alentours des années 2000, les puissances ont été obligées, dont l'Union européenne, de constater que non, ça ne marchait pas, que l'agriculture, par exemple, on n'allait pas pouvoir la libéraliser comme ça, parce que on s'est rendu compte à l'OMC, c'était très drôle, j'y étais, donc j'ai assisté au truc, personnellement, c'était amusant si on aime ce genre d'humour, évidemment. C'est-à-dire que les négociateurs se sont rendus compte que les légumes, tout ça, ça ne poussait pas dans les supermarchés, et qu'il fallait des paysans, des terres, vous voyez, voilà. Bon. Et ça, ils s'en sont rendus compte à partir de ce moment-là qu'il n'allait pas être possible de libéraliser le commerce international sur l'agriculture, parce que quand même, on allait aggraver la question de la faim dans le monde, qui est déjà pas en passe d'être réglée tout de suite.
Les puissances se sont dit, Coralie Delhomme a fait allusion à ça un tout petit peu en parlant du UE 2020, du programme Union européenne 2020, se sont dit on va changer le fusil d'épaule et on va multiplier les accords de libre-échange, mais non seulement les accords de libre-échange qui portent les principes de l'OMC, ceux dont je vous ai expliqué, mais qui vont plus loin, c'est-à-dire OMC+. Et là, on arrive au CETA, c'est-à-dire l'accord Union européenne-Canada, qui rentre en application provisoire demain matin, enfin qui rentre dans quelques heures, là, à minuit le 21. C'est quoi ces accords dont le CETA est le fer de lance, puisque c'est celui qui est abouti, qui maintenant est ratifié par le Parlement européen? Eh bien, c'est un accord qui prévoit les principes d'accès au marché, donc de concurrence libre et non faussée, mais qui donne encore en plus aux entreprises transnationales des armes qu'elles n'avaient pas et qui sont redoutables. Vous avez, j'imagine, tout le monde a entendu parler du système d'arbitrage. Évidemment, la communication de la Commission européenne, le gouvernement, y compris le gouvernement précédent, et avec le ministre qui était chargé de ça à ce moment-là, M. Feckel, nous ont expliqué que le mécanisme d'arbitrage dans le CETA était un mécanisme tout beau, tout neuf, qu'il n'était pas comme l'ancien mécanisme d'arbitrage pas joli qu'on trouvait ailleurs, notamment dans l'accord de libre-échange nord-américain et dans quelques autres, mais que c'était un mécanisme d'arbitrage avec la mise en place d'une quasi-juridiction, j'aime beaucoup le terme quasi, qui refusait et ne rendait pas possible les conflits d'intérêts qu'on pouvait connaître ailleurs dans les autres exemples de mécanismes d'arbitrage. Manque de bol, si on regarde l'article 827 de l'accord qui justement interdit les conflits d'intérêts, pour les membres de cette quasi-juridiction qui s'appelle ICS dans le petit jargon du CETA, il faut aimer le jargon quand on fait ça, il y a effectivement interdit les conflits d'intérêts, sauf qu'il n'y a pas de sanction. Donc une interdiction sans sanction, ça s'appelle une décoration, tout au plus, ça ne s'appelle pas une interdiction. Vous voyez, bon, bref. Donc, le mécanisme d'arbitrage, vous en avez entendu parler. Juste un exemple qui se rallie directement à le sujet de ce soir. Il y a un accord de libre-échange qui date de 2001, je crois me souvenir, entre l'Égypte et la France. Cet accord de libre-échange prévoit un mécanisme d'arbitrage en cas de conflit. Ah, ça commence à crochouiller. Hop, je change. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai réussi la cascade. Donc, il y a un accord entre l'Égypte et la France qui prévoit un mécanisme d'arbitrage. Le printemps égyptien, le printemps arabe en Égypte n'a pas permis grand-chose, sauf, enfin, n'a pas été très favorable aux populations, sauf qu'il y a une augmentation du salaire minimum qui est passé de 42 à 72 euros par mois, hein. Veolia, qui a la gestion du marché des ordures ménagères à Alexandrie, a fait un calcul très simple. Il a dit, voilà, moi j'ai le marché jusqu'à telle date, je comptais faire tant de bénéfices escomptés, là je vais être obligé de payer les gens. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Je ne vais pas faire des pertes, je vais juste faire moins de bénéfices. Je fais l'addition, enfin la soustraction, crac, et je présente la note au gouvernement égyptien, et s'il n'est pas content, on va devant un arbitre, qui est un avocat international, qui est chargé d'appliquer cet accord de libre-échange, dont le but est de défendre les intérêts des entreprises, puisque c'est explicitement pourquoi il est fait. Voilà ce que c'est que le mécanisme d'arbitrage, et voilà ce qu'on retrouve très explicitement dans le chapitre 8 du CETA. Mais, et c'est là où on revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a aussi un chapitre 21 dont on a moins entendu parler, c'est un peu dommage parce que c'est un chapitre que je vous recommande, enfin qui est très intéressant, qui est celui de la coopération réglementaire. C'est l'idée selon laquelle il faut que les normes qui sont prises par les États, qui sont prises par l'Union européenne, qui sont prises par le Canada, se rapprochent. Non pas se confondent, mais se rapprochent. De sorte qu'il n'y ait pas de double contrôle, ça c'est la version officielle et positive, de sorte que
quand on exporte une voiture, elle ne soit pas testée 2 fois, donc ça coûte moins cher, de sorte que finalement, il y ait les mêmes normes de fabrication des 2 côtés de l'Atlantique, et donc que le commerce soit plus simple. Là-dessus est mis en place un machin qui s'appelle le Forum de coopération réglementaire. Alors déjà, on a parlé là juste avant de la Commission européenne et du côté insaisissable et non contrôlable de la Commission européenne. La couche supplémentaire, elle est dans le Forum de coopération réglementaire. Des représentants de l'Union européenne, d'une part, des représentants du Canada, d'autre part, sont, à partir de demain matin, minuit, de ce soir minuit, chargés de regarder quelles sont les normes qui vont être appliquées, ou qui, en tous les cas, sont dans les tuyaux, et si elles ont un impact sur le commerce, toutes les normes ont un impact sur le commerce par définition, d'organiser une alerte précoce pour demander leur avis aux parties prenantes. Traduit en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, par hasard, admettons, l'Union européenne faisait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens, prenons cet exemple, à l'interdire dans le biberon des gosses. Bon. Il faudra avant demander son avis au Forum de coopération réglementaire, qui demandera son avis aux parties prenantes, c'est-à-dire, vous avez traduit, effectivement, aux entreprises qui fabriquent des perturbateurs endocriniens de l'autre côté de l'Atlantique. La réponse, le suspense est faible. D'autant plus que, et c'est là où on commence à toucher au cœur du truc, c'est que le Forum de coopération réglementaire a explicitement, dans ses objectifs, le fait d'augmenter, de sauvegarder la compétitivité des entreprises. C'est exactement son objectif, c'est marqué comme ça. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire, ce forum de coopération réglementaire? Ça veut dire qu'on a un accord vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, un accord vivant? Et même le terme a été employé par la commission d'experts, là, nommée par Macron, qui n'étaient quand même pas des adeptes de l'économie planifiée, on va dire, hein, des gens qui étaient là-dedans. Un accord vivant, ça veut dire qu'on sait on sait pas ce qu'on signe. On sait ce qu'on lit là, mais on ne sait pas où ça va, ni comment on y va, ni jusqu'où ça va aller. Ce qu'on sait simplement, c'est que dans le forum de coopération réglementaire, il y aura bien entendu les représentants des lobbies industriels et financiers qui seront présents, bien sûr. Ah, il y aura aussi les syndicats qui seront bombardés, enfin, la CES, la Confédération européenne des syndicats, qui sans vouloir être désagréable et pas des plus mordantes, hein, pour le dire gentiment, très gentiment même. C'est une CFDT en plus mou, vous voyez, pour... Ah, c'est enregistré, oui, pardon. Bon, et donc, c'est vous dire si ça pulse. Et donc, ce forum de coopération réglementaire sera amené à, effectivement, faire cette convergence des normes. On nous dit, mais il n'y a pas de problème ni pour l'environnement, ni pour le droit du travail, parce qu'il y a un chapitre 23 sur le droit du travail. Alors, si vous aimez ce genre de langage technocratique, là, je vous recommande la lecture du chapitre 23, qui n'est pas très long. Mais qui dit quoi? Qui dit que les parties s'engagent à faire tout leur possible pour ne pas utiliser la diminution des normes sociales pour augmenter la compétitivité. Mais que si par hasard ça devait se faire, ou en tous les cas si ça se constatait, alors une des parties prenantes informerait l'autre, qui aurait un certain nombre de mois pour réagir, qui lui répondrait. Après, on mettrait en place un mécanisme de dialogue, au cours duquel, après un certain nombre d'échanges, assez lents, hein, c'est quand même, il faut le temps, les missives doivent arriver au paquebot d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, au bout d'un moment, il y aurait un rapport. Ce rapport pourrait être critiqué. Et ensuite, on repart dans une séance on repart pour un tour. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord finalement et si les deux parties disent qu'elles ne sont pas... rien. C'est-à-dire que sur les investissements, oui, il y a une décision arbitrale qui est prévue, etc., avec des sanctions. Sur les questions environnementales et les questions du droit du travail, rien. C'est-à-dire qu'au bout du compte, une fois qu'on aura bien discuté pendant des mois et des mois et des mois, parce que là,
La réponse est rien. Donc maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui empêcherait une entreprise de dire « Écoutez, les Français, vous êtes bien gentils, mais là, vous m'obligez, moi, entreprise, à avoir recours à un truc qui s'appelle, qui est une assurance publique obligatoire, qui s'appelle la sécurité sociale. Est-ce que moi, j'ai ça chez moi ? En partie, oui, mais pas complètement. Et puis, est-ce que le fait d'être obligé de prendre des mutuelles... Enfin bref, vous voyez, cette discussion infinie qui commence à rentrer sur un certain nombre de choses. En réalité, on nous fait des déclarations verbales. Hein. C'est-à-dire qu'on a des belles assurances, là, quand on discute, enfin on ne discute pas d'ailleurs, mais quand on a des déclarations verbales. Maintenant, quand on regarde les traités, jusqu'où ça va, ce que ça peut remettre en cause, là, on ne sait pas jusqu'où ça va. Et cette incertitude-là étant elle-même assez calamiteuse. Alors, vous voyez, c'est pas, comment dire, le plus grave forcément. Dans l'ordre des priorités, effectivement, il y a les ordonnances, il faut cogner, évidemment, mais il y a aussi ça qui rajoute une couche supplémentaire de difficultés, parce qu'à quel moment on va discuter au niveau du forum de coopération réglementaire de telle ou telle norme qui aurait affaire aux conditions de travail, par exemple. Mais ça, on ne sait pas. Donc, en fait, ces accords vivants, posent une incertitude supplémentaire, comme s'il y en avait besoin. Voilà ce qu'on pouvait dire, enfin, il me semble, avec... et le CETA, donc, arrive en application provisoire, là, comme je vous ai dit, demain. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, bien entendu, la question était posée au départ sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je suis membre d'Attac. Néanmoins, je pense que dans la situation où on est, en dehors d'une rupture avec l'Union européenne, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a ce mur-là à casser. Et la rupture devient, à mon sens, inévitable. Je voudrais reprendre la question qui me paraît absolument essentielle, qui a été posée, la sortie et alors, ou et après. Parce que, effectivement, même si on regarde, par exemple, par rapport à la question que vous avez posée, si on regarde la sortie de la Grande-Bretagne, on voit que ça se fait à des conditions qui sont absolument détestables pour les populations, puisque, en fait, le gouvernement de Grande-Bretagne va amplifier, continuer au moins les politiques d'austérité et les politiques libérales. Bien entendu, la Grande-Bretagne qui a inventé cette chose absolument extraordinaire sur le plan social, qui est le contrat de travail à 0 heure, par exemple, ça va continuer, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette histoire de sortie, de rupture de l'Union européenne, et de ce point de vue-là, elle est quand même posée, elle a été posée pendant la campagne, et c'est quand même la campagne présidentielle et législative, c'est quand même une bonne chose, c'est qu'il faut le concevoir comme étant une nécessité si on veut que le gouvernement puisse avoir une chance de mener des politiques qui ne soient pas celles qui sont aujourd'hui gravées dans le marbre des traités de l'Union européenne. Si effectivement on arrive demain à avoir un gouvernement qui soit simplement progressiste, hein, je ne vais même pas beaucoup plus loin, c'est-à-dire un gouvernement qui dise service public, qui dise conditions de travail, etc., etc. Vous voyez, des choses qu'on peut estimer comme nécessaires. Eh bien, il se heurtera au mur de l'Union européenne. Et je crois qu'un des mérites de la campagne et de ce qui a été porté par France Insoumise pendant cette campagne, c'est d'avoir posé ça, c'est-à-dire de l'existence de cet obstacle, de ce mur qu'il s'agit de surmonter. Alors ensuite, si sortir pour conduire les mêmes types de politiques, effectivement, ça n'aurait pas de sens. D'où le fait de poser un certain nombre de conditions et de poser un certain nombre de ruptures. Là, par exemple, on a parlé beaucoup de la directive des travailleurs détachés.
c'est sûr que immédiatement cette rupture devra être faite. Alors après, peut-être que la discussion peut porter par rapport au plan A, plan B sur la stratégie. Le sentiment que ça peut donner, si on fait plan A, plan B, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit comme une reproduction de ce qui s'est passé en Grèce. Et là, on serait dans une situation qui serait absolument calamiteuse, parce que, en fait, alors c'est toujours facile de dire a posteriori ce qu'il aurait fallu faire. Bon, on n'est pas en Grèce pour autant, donc je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur le gouvernement de Tsipras, ce n'est pas mon propos. Mais ce qui est important, je crois, dans l'expérience grecque et qu'il faut absolument éviter de reproduire, c'est ce qu'a fait le gouvernement grec, c'est-à-dire qu'il a cru pouvoir négocier de bonne foi sans prendre de mesures de rupture immédiate. Et notamment, on peut le dire maintenant, puisqu'on est après la bataille, en tous les cas, il a été très clair que d'emblée la BCE a coupé les liquidités. C'était parfaitement illégal, au demeurant, mais n'empêche qu'elle l'a fait, et que la Grèce s'est retrouvée à genoux. Donc, la question du plan A, plan B ne se poserait plus si, effectivement, on attend de négocier gentiment. Donc, tout l'intérêt, il me semble, d'arriver à convaincre, au-delà simplement des partis de France Insoumise, des gens qui écoutent ce que dit France Insoumise, mais aller beaucoup plus loin, convaincre la population de la nécessité de rupture immédiate, et de rupture immédiate, y compris sur le plan monétaire. Parce qu'effectivement, c'est là-dessus que, si on continue à reprendre l'exemple grec, que les Grecs ont été asphyxiés avec la coupure des liquidités. Et donc là, voilà, la stratégie, elle est véritablement sur les ruptures immédiates à prendre. Bon, après, on peut très bien comprendre l'argument selon lequel, effectivement, il y a une population à convaincre. Et ça, c'est vrai aussi. Et pour l'avoir testé ici et là, en faisant des interventions un peu partout, comme beaucoup ici, eh bien, il y a encore une partie de la population qui, on le sait tous, la politique n'a rien de rationnel, qui pétoche simplement, parce que pour eux, l'Union européenne, l'Europe, vous voyez, ils confondent Europe, Union européenne, les mots c'est très important en effet, Europe, Union européenne, et qu'on leur a vendu, l'Europe c'est la paix, c'est la prospérité, etc. Donc on a encore ce travail pédagogique à faire en effet. Non, mais ça, la réponse elle est claire, c'est le chapitre 8 qui instaure un machin qui s'appelle l'ICS, qui est un mécanisme en réalité d'arbitrage qui s'appelle dans l'accord tribunal, mais c'est pas parce que ça s'appelle tribunal que ça en est un, et ça fonctionne comme quelque chose qui contourne effectivement l'application du droit européen et des droits nationaux des États membres. C'est effectivement un mécanisme d'arbitrage. Moi j'ai l'impression qu'au terme de cette soirée, on est quand même d'accord sur pas mal. On a dit quand même un certain nombre de choses qui sont assez partagées. C'est-à-dire qu'en gros, l'Union européenne telle qu'elle est, globalement, n'est pas réformable. Elle n'est pas réformable puisque ça a été dit à propos, et je crois que l'exemple grec là-dessus est extrêmement frappant. Les Grecs ont négocié finalement avec des gens des gouvernements, on appelle ça comme on veut, des gouvernements qui se sont comportés comme des voyous. Bon. Et à partir des institutions qui se sont comportées comme des voyous. Quand on disait tout à l'heure que la BCE a coupé les liquidités, c'était illégal, donc ça s'appelle des comportements de voyous. Donc à partir de là, la question de la négociation, c'est-à-dire la première partie du plan A, peut effectivement se poser. En même temps, on comprend très bien, en tous les cas, je trouve que l'argument est très porteur, de dire il faut les preuves du feu. Mais quand tout à l'heure, il était question de des ruptures nécessaires, je crois que le spectre devant lequel on est aujourd'hui, c'est d'éviter de rééditer ce qui s'est passé auparavant et ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire la nécessité de prendre immédiatement des mesures de rupture. Alors ça peut paraître technique, mais en réalité c'est absolument indispensable de dire le gouvernement qui arrive, tout de suite il remet la main sur la Banque centrale, tout de suite il ordonne l'émission d'euros, et là, on n'est même pas obligé, techniquement, on n'est même
Là, c'est la technique qui cache. C'est moi alors, du coup. Voilà. On n'est même pas obligé de sortir de l'euro si on ordonne à la Banque centrale d'émettre de l'euro. Ces mesures techniques ne sont pas que des mesures techniques, parce que politiquement, ce qu'il faut éviter, c'est un nouvel échec tel qu'il s'est passé en Grèce. Alors à partir de là, je crois aussi, et j'ai l'impression, c'est un travail politique que nous avons à faire les uns et les autres de grande ampleur. Effectivement, nous allons passer par des moments qui vont être difficiles. Et c'est à nous aussi, par le travail que nous faisons au niveau où nous sommes, de redonner cette espèce d'espoir que les choses sont possibles et de surtout pas que cet espoir soit porté par d'autres forces politiques qui seraient, comment dire, obscures. Voilà, merci, et démagogiques.